partis confondus, dépose une nouvelle motion de censure à l'Assemblée nationale. Et puis, les manifestations paysannes s'étendent dans le pays, mais sont moins violentes qu'hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, ça va même très bien. Questions et réponses d'actualité depuis les interrogations sur l'état de santé du chef de l'État. C'est d'ailleurs ainsi que Michel Cotta avait interpellé François Mitterrand il y a 3 jours. Le président avait d'ailleurs consacré un assez long développement à la réponse, mais comme un certain nombre de gens se posaient encore des questions après, eh bien, François Mitterrand est revenu sur le sujet aujourd'hui au Portugal avec, vous allez l'entendre, beaucoup d'humour. À l'allure où ça va, j'avais promis un bulletin de santé une fois tous les 6 mois, je m'aperçois qu'il va falloir que j'en fournisse un tous les 6 jours. Mais restons, soyons raisonnables. Bulletin de santé tous les 6 mois, bon, c'est déjà un rythme accéléré par rapport à mes prédécesseurs. D'un autre côté, je ne peux pas passer mon temps à me promener dans la rue, la poitrine nue, avec un stéthoscope sur un truc, un instrument pour mesurer ma tension, qui est excellente. Je vous signale 12,8, ça bouge jamais. Et avec des tubes dans le nez et les oreilles. Un stéthoscope sur le truc, comme il parle, ce président. Eh ben, si François Mitterrand va bien, c'est peut-être aussi parce que son intervention dans le pays est bien passée. C'est en tout cas ce que va lui dire un sondage Journal du Dimanche IFRES. 50% de Français en sont satisfaits, 19 mécontents, 29 indifférents. Par ailleurs, 29% des personnes interrogées lui font moins confiance qu'avant sur les problèmes d'inflation et de chômage et 14% davantage. Alors ces propos sur sa santé étaient donc tenus au Portugal à la fin d'une courte visite qualifiée de très fructueuse. La France ne fera pas obstacle à l'adhésion du Portugal à la communauté européenne et il y a beaucoup de convergences de vues entre les deux capitales. Une correspondance de notre envoyé spécial Georges Bortoli. Et je veux profiter de cette occasion, mes paroles devant dépasser nos frontières, pour dire à tous les Portugais de France que le président de la République française, de leur pays, leur adresse un salut fraternel. Les Portugais de France, leurs problèmes, leurs espoirs, un des thèmes de cette visite. Visite qui a culminé tout à l'heure à l'Assemblée de la République. Visite qui a permis de dégager une large convergence sur la politique nord-sud avec des projets africains communs. Visite enfin qui a permis de répondre à la question, l'entrée du Portugal dans la communauté est-elle proche? Le principe de l'entrée du Portugal étant réglé et devant l'être incessamment, il restera à fixer les étapes de l'intégration économique, de l'intégration humaine, intégration économique, industrielle ou agricole, ou la pêche, humaine, la libre circulation des personnes. Tous ces problèmes nécessiteront bien entendu un certain nombre de démarches graduées dans le temps. Mais c'est aussi bien dans l'intérêt du Portugal que dans l'intérêt de la communauté, de telle sorte que les points de vue devraient se rencontrer sans qu'on perde beaucoup de temps. Aux côtés de François Mitterrand, son ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, dont les récentes prises de position en Israël ont été assez vivement critiquées dans le monde arabe. Puis il y a aussi cette appréciation radicalement différente de celle de Washington sur le rôle de la Libye en ce moment. Pour Reagan, Kadhafi c'est le diable, ou presque. Pour les Français, c'est pas du tout la même chose, vous allez entendre. Actuellement, nous Français n'avons pas de raison de nous opposer aux Libyens dans la région. Nier leur existence, essayer d'isoler ce pays, nous semble une erreur. Il faut au contraire essayer de discuter avec lui. On me dit que les Américains ont des motifs particuliers de divergence avec la Libye. Moi, je ne les connais pas, plutôt on m'en a dit des choses. Et je n'ai aucun élément de preuve, ni dans un sens ni dans l'autre. Et me refuse donc à prendre position là-dessus. Voilà, nous ne quitterons pas la péninsule ibérique et nous allons tout de suite rejoindre en Espagne Daniel Bilalian et Alain Saint. Notre équipe, en effet, a voulu enquêter sur les ravages de l'huile frelatée. Déjà plus de 200 morts, tout cela parce que des escrocs ont vendu dans le commerce de l'huile de colza qui devait servir à un usage industriel et qu'ils ont camouflé en huile de table. Condamné à mort pour avoir absorbé de l'huile de colza frelatée.
ces souris du centre d'alimentation et de nutrition de Madrid n'ont aucune chance d'en réchapper. L'huile va les détruire, lentement mais inexorablement. 30 jours plus tard, la bosse sur le dos de cette souris témoigne de l'évolution de la maladie. Le corps se déforme, des lésions touchent les muscles, les poumons. L'expérience et la réalité. Les documents que vous allez voir sont gardés dans le coffre du directeur du laboratoire. D'abord une cellule humaine vivante normale et la même cellule attaquée par l'huile froidatée. Cette femme a subi des lésions neuromusculaires. Elle a déjà perdu 20 kilos. Elle est condamnée. Cet enfant aussi est touché. Son frère, pas plus que sa famille, ni les médecins ne pourront quelque chose pour lui. Pour le responsable du service de toxicologie, les conclusions de ces expériences sont dramatiquement simples. Aucun traitement essayé depuis 5 mois n'a réussi à combattre cette maladie. La seule thérapeutique est de prescrire à titre préventif de la vitamine E, à très forte dose. Mais enfin, on n'a rien trouvé pour soigner réellement. La seule chose dont le docteur Sands et son équipe soient certains, c'est que c'est bien l'huile de colza qui est à l'origine de ce syndrome toxique. L'huile et pas autre chose, comme d'autres chercheurs en ont émis l'hypothèse. Depuis le mois de juin, une équipe de jour et de nuit se relaie et vérifie des milliers de litres d'huile venus de toute l'Espagne, en bouteilles, dans les conserves. Plus de 1500 produits ont été examinés. L'huile de colza dénaturée pour l'industrie prend une couleur bleue. Les trafiquants assassins lui ont ajouté un colorant pour lui rendre sa couleur naturelle. 5 personnes sont en prison. Le trafic s'opérait par 3 grands circuits, Madrid, la Catalogne et surtout Barcelone. 2 journalistes du quotidien El País viennent cette semaine de relancer l'enquête. Pour eux, une partie seulement du trafic a été découverte. Nous ne croyons pas qu'il y ait de complicité avec la police dans cette affaire. Mais ce qui est bizarre tout de même, c'est que le ministère du Commerce n'ait pas opéré de contrôle vraiment sérieux à propos de la destination et puis aussi de la provenance de cette huile. Parce qu'en plus, le trafic dépasse largement la faute d'un fonctionnaire. Puis il faut ajouter à cela qu'un fonctionnaire du ministère du Commerce, justement, avait des actions dans une firme de San Sébastien qui importait illégalement de cette huile. Et pour vous, croyez-vous qu'il s'agisse là d'une très grosse organisation avec des ramifications internationales? Je crois qu'il y a des ramifications internationales, des réseaux internationaux, et cela est confirmé par ce qui est arrivé il y a 3 jours avec la découverte de l'arrivée en Espagne d'un bateau allemand affrété à Rotterdam et qui transportait 1 million de litres de cette huile. Les relations entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et les États-Unis prouvent qu'il y a là un trafic international. Aujourd'hui, les Français connaissent presque tous l'Espagne et le goût des Espagnols pour la cuisine à l'huile d'olive. Calamars frits, beignets de gambas que l'on déguste debout au bar. Dernier bilan, 207 personnes décédées, 5000 touchées, dont 2000 déjà condamnées. 15 000 dont on sait qu'elles ont consommé de cette huile d'olive destinée à l'industrie ou à lubrifier les moteurs d'avion. Les travaux du Parlement. À l'Assemblée nationale, Claude Labbé et 52 membres de l'opposition, RPR comme UDF, viennent de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Il s'agit de s'en prendre à la gestion économique et sociale du pouvoir. Quant au Sénat, eh bien c'est cette nuit qu'il va se prononcer sur la loi de finances. Il a pour l'instant voté 22 budgets particuliers. Il en a repoussé ou fortement amendé 8 autres. Pendant ce temps, le RPR avait réuni son comité central pour préparer les assises nationales de fin janvier à Toulouse. Jean-Louis Le Sen a suivi leurs travaux. Comme au dernier comité central, le 17 octobre dernier, Jacques Chirac n'est arrivé ici qu'en fin d'après-midi. Histoire sans doute de conforter son image de présidentiable en se maintenant en dehors, c'est-à-dire en fait au-dessus de son parti. Seulement, M. Chirac sait bien aussi qu'il lui faudra briguer à nouveau la présidence du RPR lors des assises nationales du mouvement les 23 et 24 janvier prochains à Toulouse. Cela ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Le dilemme a, semble-t-il, été résolu. En attendant, l'ancien candidat à l'élection présidentielle laisse monter au créneau son carteron de fidèle avec au premier rang Bernard Pons. Bernard Pons qui aujourd'hui a épluché et synthétisé les volontés de la base militante telles qu'elles peuvent être perçues au travers des réponses à un questionnaire envoyé à tous les adhérents, à toutes les fédérations départementales du mouvement.
Ils disent notre langage n'a pas été compris, notre attitude n'a pas été comprise, car nous critiquions le gouvernement. Sans le censurer. Nous le soutenions et nous ne le censurions pas. Et ils disent il y a là une contradiction politique, ils disent la démarche politique doit être logique. C'est-à-dire qu'il faut mettre les actes en accord avec les propos, je crois qu'ils ont raison. Alors pour l'avenir, dans quel esprit abordez-vous maintenant les Assises nationales de Toulouse? Je dirais dans un esprit qui est un petit peu opposé à l'esprit qui a présidé au congrès du Parti socialiste de Valence. Nous souhaitons que les assises de Toulouse apparaissent comme des assises du calme, de la tranquillité, de la sérénité. Et Jacques Chirac a bien demandé à tous les membres du comité central aujourd'hui de se garder de toute agressivité au moment de ces débats qui se dérouleront à Toulouse aux assises. Depuis les élections législatives, le RPR se targue d'avoir recueilli 40 000 adhésions supplémentaires. C'est peut-être cela qui changera le climat des assises de Toulouse. Les jeunes devraient accéder en nombre aux instances dirigeantes à cette occasion, et Bernard Pons d'ajouter qu'elle est décidément bien révolue chez les gaullistes, l'époque des maréchaux d'Empire et autres barons. Quant au secrétaire général du Parti républicain, Jacques Blanc, il a demandé un effort de renouvellement de son parti au niveau local. Un député socialiste, Paul Blatz, visé par une demande de levée d'immunité parlementaire à la suite d'une plainte en diffamation déposée par le maire de Forbach au lendemain des dernières élections législatives. Les manifestations paysannes pour protester contre les résultats de la conférence agricole annuelle, ça continuait aujourd'hui. Jean-Louis Calmejane. Ils étaient environ 300 agriculteurs ce matin à Messidon dans le Calvados pour manifester leur désaccord après les décisions de la conférence annuelle agricole. Ils étaient venus aussi pour rencontrer le député maire socialiste, Henri Delille, qui ne s'était pas dérobé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je veux vous dire, quel que soit votre mécontentement, voilà. Quel que soit votre mécontentement, je peux vous dire une chose, c'est que quelle que soit la position que vous preniez, moi, en tant que parlementaire, je serai pour lutter afin que votre pouvoir d'achat soit garanti. Après des échanges aigre-doux entre parlementaires et manifestants, les agriculteurs ont voulu marquer plus fortement leur mécontentement. Ils ont enflammé des bottes de paille et des pneus, puis ils ont jeté des œufs pourris et des pommes sur la façade de la mairie. Une manifestation malgré tout moins importante que celle d'hier à Strasbourg et à Metz. À Pontivy, ils étaient environ 10 000 agriculteurs à manifester, mais dans le Cannes, cette fois pour le maintien de l'enseignement agricole privé. Problème important en Bretagne quand on sait que sur 16 000 établissements, 13 000 sont des écoles agricoles privées. Les manifestants regrettaient qu'il n'y ait pas eu d'augmentation de crédit pour l'enseignement agricole privé cette année. Détresse aux gouvernants du moment. Nous serons 50 000 demain si on porte atteinte à notre dignité et si on menace notre existence. Les participants à cette manifestation ont voté de façon probablement très diverse. Ce qui les intéresse, c'est l'avenir de l'enseignement agricole libre et c'est l'avenir de leurs enfants. Et c'est le sens profond, finalement, de leur présence ici même. D'autres manifestations ont eu lieu aujourd'hui, notamment dans la Somme et à Cholet. Voilà des images qui nous sont arrivées grâce aux stations régionales des FR3. Et puis d'autres manifestations à Givet, dans les Ardennes, cette fois-ci manifestation d'antinucléaire, le jour même où la centrale de Chooz était déclarée au journal officiel d'utilisation publique. Plusieurs centaines de manifestants français et belges se sont heurtés aux gendarmes. Deux petites phrases politiques qui seront diversement appréciées pour René Monory, qui dit dans les dernières nouvelles d'Alsace, les erreurs de l'ère Giscard sont aggravées par la gauche. Et puis pour Alain Bombard, sa nomination au gouvernement avant législative était en fait un alibi pour les écologistes. D'autres télégrammes maintenant en images. Gros succès pour Ariane. Une semaine exactement avant le dernier tir de qualification du lanceur européen, la société Ariane Espace enregistre 6 nouvelles commandes pour le lancement de satellites. Décollage. 5 d'entre elles sont des commandes de sociétés américaines qui ont choisi Ariane de préférence à des moyens de lancement américains. Manifestation de travailleurs immigrés de toute nationalité cet après-midi à Paris. Ils demandent la régularisation de la situation de tous les sans-papiers ainsi que l'égalité de droit avec les travailleurs français. Le PSU et des mouvements d'extrême gauche s'étaient joints au cortège qui comptait plus d'1 millier de personnes. Détente entre les deux Allemagnes. Deuxième journée d'entretien Schmitt-Necker à Berlin-Est.
le dialogue se poursuivra en dépit de profondes divergences qui les opposent encore, surtout en matière d'équilibre militaire en Europe. Javier Pérez de Cuellar, futur secrétaire général des Nations Unies, le choix inattendu d'un diplomate péruvien met un terme à 6 semaines de tractations qui avaient surtout opposé Chine et États-Unis. Juriste et diplomate chevronné, le successeur de Kurt Waldheim affirme qu'il se préoccupera particulièrement des problèmes des pays pauvres. Dans le cabas de cette femme, du lait, de la lessive, de l'huile et des sardines pour les Polonais. Elle a répondu aux affiches de la mairie de Paris. Il s'agissait d'apporter de quoi remplir en un jour 2 Boeing 707 de produits alimentaires non périssables. Destination Varsovie. Oui, la Pologne, où la Commission nationale de solidarité vient de confirmer la menace d'un recours à la grève générale si les autorités prenaient des mesures d'exception. Nous allons avoir maintenant un certain nombre de petites brèves étrangères, par exemple la fin de la grève de la faim des 2 Haïtiens dont nous vous parlions à l'église Saint-Méry à Paris. Leur but principal, faire craquer le mur du silence, est atteint selon eux. Turquie, la libération sous caution de 2 membres de Médecins sans frontières, emprisonnés depuis plusieurs mois. Ils passeront en jugement la semaine prochaine. En URSS, la confirmation officielle du départ de Lisa Alexeva, qui recevra son visa lundi, annonce les Izvestia. Et puis maintenant, avec Paul Lefebvre, le point sur l'affaire de Broglie. Il faut dire, Paul, que ça fait à peu près 5 semaines que se poursuit ce procès, et on n'a pas l'impression, pour nous qui sommes observateurs extérieurs, que l'affaire, la recherche de la vérité en tout cas, est avancée d'un pouce. Non, surtout si on fait partie de ceux qui n'acceptent pas le mobile apparent, c'est-à-dire le mobile défini par l'accusation, et qui peut se résumer ainsi: De Varga a fait assassiner Jean de Broglie pour n'avoir pas à lui rembourser les capitaux qu'il lui devait. Mais honnêtement, pour l'instant, la démonstration d'intérêt financier de Varga à la disparition du prince de Broglie n'est pas évidente, du moins c'est mon sentiment. Reste que M. de Broglie avait une vie extrêmement cloisonnée et qu'au bout de 5 ans, certains aspects de ses activités sont encore inconnus. Reste aussi qu'il est évident qu'au départ, on s'est contenté d'explorer une seule piste et que maintenant, il est un peu trop tard. Reste enfin qu'autour de cette affaire, on a beaucoup parlé, beaucoup écrit, beaucoup imaginé, et il n'est pas sûr que si la vérité était dans le dossier, on s'en contente. Donc déjà, l'affaire de Broglie est à classer dans les mystères de l'histoire, comme le masque de fer, quel que soit le verdict des jurés dans 15 jours. Et puis on a aussi l'impression qu'il y a des procès dans le procès. On est un peu étonné de ces règlements de compte entre magistrats, par exemple. Je crois d'ailleurs qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. On a d'abord eu le procès de la police, dont certains comportements ne seront jamais pardonnés par l'opinion publique, jamais admis, des écoutes illégales, des filatures incomplètes, des mensonges, etc. Le procès aussi des indicateurs dont la protection à tout prix bafoue les textes. J'ai parlé un jour de la déontologie de l'informateur, c'est vraiment ça. Le procès aussi de la justice, on a du mal, quelles que soient les raisons, à comprendre que la police judiciaire cache des pièces au juge d'instruction, que le juge d'instruction cache les mêmes documents en sachant qu'on ne sait pas qui les a. Là-dessus, se sont rouverts des vieux dossiers, comme celui de l'enquête sur l'assassinat du docteur Fully en 73, et ont ouvert d'autres, de vieilles histoires de trafic d'armes, de trafic de grâce médicale. Et on l'a fait d'autant plus volontiers que le prince de Broglie semblait prendre plaisir à côtoyer des personnages troubles tels que De Varga ou le docteur Nelia Zerad. Et personnellement, c'est la question qui m'intrigue le plus. Pourquoi cet homme s'est-il ainsi plongé dans un monde où il n'avait rien à faire, un monde qui s'est débarrassé de lui après l'avoir utilisé? Mystère. Bon, apparemment, à vous en croire, on ira au-delà du délai prévu, c'est-à-dire la fin vers Noël. Vers le 23, oui, la semaine prochaine, on va étudier la fin des auditions, telles que des témoins dont Raymond Barre mardi. On attend aussi toujours la décision du président André Giresse qui doit dire finalement si oui ou non il accorde le supplément d'information que lui demandait, souvenez-vous, avant le procès, le nouveau parquet général de Paris. Personnellement, j'y crois pas. Et puis alors le début des plaidoiries réquisitoires en fin de semaine. Mais je pense aussi que dans les 2 semaines qui restent à couvrir, on n'arrivera pas à se débarrasser de l'impression, résumée par la formule heureuse d'une de nos charmantes consoeurs du Nouvel Observateur, Elisabeth Chemla: plus je pédale moins fort et moins j'avance plus vite. C'est ça le procès de Broglie, c'est le fouillis. Bien, puisqu'on en parle un peu de sport, au moment où va s'achever le salon du cheval à Paris demain, je vous invite à regarder ce sujet de Pierre Brest et de Dominique Merlin consacré au haras de Meknès au Maroc. Les petits chevaux arabes sont en effet très prisés. Sachez qu'aux États-Unis, il y a quelques 300 000 pur sang arabes et cette année là-bas, un étalon a été vendu $1 million, c'est-à-dire 5 millions de francs. Il fallait donc aller au berceau du cheval arabe.
Si la population équine tend à diminuer dans la plupart des pays, au Maroc, elle augmente chaque année de 5%. Actuellement, 750 000 chevaux vivent au Maroc. Le développement et l'amélioration des races chevalines locales sont sous le contrôle des 4 haras nationaux à Marrakech, El Jadida, Oujda et le plus beau, celui-ci, qui se situe à Meknès dans les anciens jardins du sultan Moulay Ismaïl sous les remparts du XIIIe siècle. À Meknès, la jumenterie a plus d'importance que le dépôt des talons. Il y a une soixantaine de juments, pur sang arabe, barbe et arabe barbe, qui produisent chaque année plus de 50 produits par an. Ces produits servent au repeuplement du hara, des animaux du hara. C'est-à-dire que les poulains servent à remplacer les vieux animaux, les vieux étalons de réforme, et les pouliches servent à remplacer les vieilles juments réformés. Le hara de Meknès est une circonscription épique qui couvre à peu près 11 provinces, ça veut dire 11 départements à peu près. Et il y a 33 dépôts d'étalons et chaque année, pendant la saison de monte, on envoie les étalons avec le personnel qualifié pour assurer la monte de façon gratuite. Le plus noble parmi ces étalons est bien sûr le pur sang arabe. Il a été introduit au Maroc avec l'islam au 7e siècle. C'est un cheval fin, racé, expressif, d'une élégance et d'une harmonie parfaite qui est utilisé dans le monde entier pour améliorer d'autres races de chevaux. Le cheval barbe est arrivé au Maroc au cours des guerres qui opposèrent Romains et Carthaginois. Cheval d'Afrique du Nord, il doit son nom au barbaresque. Le cheval barbe se distingue par sa robustesse, sa sobriété, son endurance, et se reconnaît à sa crinière et sa queue, très longue et très fournie. Enfin, l'arabe barbe, qui est le résultat du croisement entre le pur sang arabe et le barbe, c'est le cheval le plus répandu dans le pays. Il représente 90% de l'effectif. L'arabe barbe est le cheval à tout faire, utilisé pour les travaux agricoles. Il est également le cheval de selle apprécié dans les sports équestres. Malgré le nombre important de chevaux au Maroc, leur prix reste assez élevé. Aussi les paysans ou les petits commerçants continuent à utiliser les ânes et les mules dans leurs tâches quotidiennes. Au Maroc, cet amour pour le cheval est la continuité ancestrale d'une tradition profondément attachée à la civilisation arabe. C'est ce qui explique l'importance de l'élevage, lié au développement des sports équestres et des courses. Voilà, bon, ce qu'on peut dire, Pierre Adouas, c'est que demain, à Auteuil, pour le dernier tiercé de la saison, là-bas, il n'y aura pas de pur sang arabe. Ce sont des chevaux trop petits et qui vont assez vite, mais enfin, ils aiment bien une distance courte. Hein. Ils aiment bien les courtes distances. Il y a des courses de pur sang arabe dans le sud-ouest de la France, mais je vous rappelle que le père des pur sang anglais, c'est-à-dire les chevaux de course, est tout de même le pur sang arabe au départ, à l'origine. Alors parlons de ce tiercé d'Auteuil, demain. Alors justement, c'est Vincennes qui prendra la relève avec de très belles courses de trotteurs très bientôt, mais demain c'est dans le prix Léon Olry-Roderer et une course de haie de 4100 mètres que se jouera le tiercé. Il y aura 14 partants au lieu de 16 initialement prévus, puisque je vous rappelle le forfait du numéro 12 Croissant Chaud et du numéro 15 Cas de Figure. C'est une course qui réunit un très bon lot de chevaux spécialistes de ce genre d'épreuve, et comme il ne s'agit pas d'une course à handicap, eh bien pour une fois, les favoris, c'est-à-dire les meilleurs chevaux de la course, devraient logiquement l'emporter. Alors dans le pronostic que je vous propose tout de suite, j'ai choisi de faire confiance à Laurel Boy, qui possède des performances extrêmement régulières. Ensuite, Kachnik, qui trouve ici des conditions de course extrêmement intéressantes pour lui. Il aime le terrain lourd. Et puis Gurka, qui a mal couru en steeple, mais sur les haies, il devrait beaucoup mieux faire. Valdajol me plaît beaucoup pour une place. Jerking aura une tâche difficile, mais pas impossible. Et je pense qu'avec Seriten, tout de même, ils ont de très bonnes chances d'outsider. Voilà, je vous rappelle leur numéro. 3, 1, 5, 4, 6 et 13, et puis le 12 et le 15 qui seront non partants. Merci. Un coup de chapeau à notre équipe au Festival du film d'aventure de La Plagne, Bernard Benjamin, Patrice Dutertre et Jean-Paul Lagarde qui ont obtenu le prix spécial du jury pour le film Les Oubliés de la mer de Chine qui a été diffusé lundi dernier sur Antenne 2. Il faut que je vous parle de tennis maintenant avec la finale de la Coupe Davis. Vous voyez ici le match McEnroe-Vilas. Vilas au premier plan. Vilas qui a été battu par McEnroe. Donc un point pour les États-Unis. L'Argentine a pris sa revanche dans le match suivant. Claire, en effet, l'a emporté assez difficilement d'ailleurs sur Tanner. La victoire ici donc de McEnroe sur Vilas. Deux nouveaux journaux de vidéos, décidément ça se fait beaucoup, Film Action et puis Télésoft.
Et puis la météo maintenant avec Laurent Bourmed, les prévisions pour demain et si possible un petit peu pour lundi. Oui, tout à fait, mais mon pauvre Patrick, malheureusement c'est l'hiver et je crois que le président Mitterrand avait raison tout à l'heure de dire qu'il ne sortirait pas dehors sans chemise et avec un stéthoscope car il prendrait froid. Et effectivement, il va faire de plus en plus froid demain dans l'est du pays. Imaginez-vous qu'aujourd'hui il faisait de 2 à 3 degrés dans le nord, tandis que pour vous faire rêver du côté de Nice à la même heure à 14 h, donc ça c'est une température de demain, et bien vous voyez de moins 3 à moins 1 degré à Paris, il fera encore plus froid. Mais pour vous dire que cet après-midi, il faisait 19 degrés à Nice. Alors on va voir la carte pour demain. Sur cette carte, on constate qu'il y aura d'abord des nuages le matin du côté des Alpes et de la Méditerranée. Les nuages qui sont actuellement dans la plupart des régions dans l'Est et qui se décaleront assez vite vers le Sud-Est. Et dans toute une grande moitié Est du pays, au lever du jour, ce sera un temps un peu plus stable, avec donc des éclaircies, mais manque de chance, comme il y a des éclaircies, les températures vont chuter. Puis il y aura également des passages nuageux et du brouillard le matin, principalement dans le nord-est. Comme il fera froid, il est fort possible que ce brouillard soit givrant, donc attention sur les routes. Vous voyez que ça va changer dans la journée puisque des nuages situés le matin depuis la Bretagne jusqu'aux côtes de l'Atlantique et aux Pyrénées vont s'introduire par l'ouest pour toucher, voyez-vous, à peu près toutes ces régions vers midi. Dans l'après-midi, ils atteindront toutes les côtes de la Manche, l'ouest du bassin parisien, le massif central et les Pyrénées orientales. Voilà donc pour la carte de demain, retour peut-être dans l'après-midi de quelques éclaircies du côté de l'ouest sur la pointe de la Bretagne. Les températures, on va donc les revoir pour constater, ma foi, qu'elles sont donc en baisse le matin avec des gelées de moins 1 à moins 3 degrés, température plus douce dans le sud, de 12 à 13 degrés l'après-midi, 13 degrés dans le sud-ouest, 13 degrés dans le sud-est également. Enfin, pour terminer l'agenda, tout en vous disant que lundi, nous aurons l'arrivée de ces nuages situés dans l'ouest demain qui progresseront vers l'est. Voilà, je crois que demain c'est la Sainte-Lucie si je ne me trompe pas. Voilà Patrick. Très bien, il faut que je vous apprenne un attentat à l'explosif contre une succursale bancaire à Ajaccio qui a causé beaucoup d'émotions en Corse. Un jeune homme a été blessé par le souffle de cette explosion. C'était le moment de la sortie de la messe à la cathédrale d'Ajaccio. Il y avait beaucoup de monde, mais pour l'instant il semble n'y avoir qu'un blessé léger à la suite donc d'une forte charge d'explosifs qui a explosé donc contre une succursale bancaire d'Ajaccio. Et puis en Pologne, une dernière nouvelle, l'interdiction de la manifestation de Varsovie qui était prévue pour le 17 décembre et qui va vraisemblablement tendre à nouveau les rapports entre le gouvernement et Solidarité. Le tout dernier journal vous sera présenté à 23h45 par Jacques Merlino et puis demain, Philippe Labro recevra Jean-Louis Trintignant pour le film Eau profonde et nous en profiterons pour descendre très loin dans les fonds sous-marins avec précisément le festival du film sous-marin d'Antibes. Je vous rappelle les 3 titres principaux de ce journal. François Mitterrand au Portugal, Paris et Lisbonne ont l'air de bien s'entendre et le chef de l'État va bien, il l'a répété. L'opposition dépose une 3e motion de censure à l'Assemblée. Enfin, les manifestations paysannes se sont poursuivies aujourd'hui un petit peu dans tout le pays. Bonsoir à tous, à demain 20h.